Mesdames et messieurs, bonjour, encore une fois de plus, sous vos écrans, Cardozo Hassani pour un nouveau numéro dans l'émission Woman Rights. Nous nous glissons petit à petit vers le mois de mars, qui est le mois de la femme ou même des droits de la femme. Nous vous avons sélectionné certaines femmes, je dirais ordinaires, mais avec une mission précise qui lui ont été confiées pour toi et moi. Elles passeront au courant de ces mois pour justement nous partager ce dont la mère nature a placé en eux pour nous. Alors, pour aujourd'hui, nous avons décidé d'inviter pour vous celles que, à mes yeux, essayent d'impacter la femme, avertir, motiver et conseiller à travers ces chants. Vous voulez savoir de qui il s'agit? Suivez-nous maintenant sur Woman Rights. Noéla Ndaya, artiste, auteur, compositeur, styliste et entrepreneur. C'est un honneur de m'avoir accepté dans ton privé pour une petite conversation. Merci pour cela. Qui est Noéla Ndaya? Alors, Noéla Ndaya, c'est plusieurs personnes en un. Un ensemble de... Waouh! Ah oui, intéressant. Hein? Oui, j'ai plusieurs vies, mais on a plusieurs casquettes. Plusieurs casquettes. Donc, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, auteur-compositeur. Donc, je suis chanteuse, artiste, d'origine congolaise. Je vis en Belgique depuis une vingtaine d'années. Je suis entrepreneur, je suis styliste, je suis... il y a tout plein de trucs. Je suis mère aussi. Waouh. Et voilà, tout ça, combiné ensemble, ça fait Noéla Ndaya. C'est ça même que je voulais dire. Enfin, c'est là que je voulais arriver. C'est la raison qui m'a poussée en tout cas de t'intéresser, de participer dans mon émission. On va se dire qu'on s'est déjà croisés plusieurs fois dans la vie. Et ce qui m'a frappée avec toi, c'est surtout cette partie de vouloir incarner la femme par tes affaires, par tes chants, par tes textes. Tu as cette volonté-là de faire connaître à la femme qui elle est. Explique-nous un peu, d'où vient cette volonté? Déjà par le fait que je suis moi-même femme et je me rends compte de toutes les capacités que j'ai en tant que femme, de tous les dons que j'ai en tant que femme. Et je trouve ça dommage de voir d'autres femmes qui ne réalisent pas qu'elles ont un potentiel énorme, qu'elles ont un pouvoir d'impacter la société, qu'elles ont un pouvoir de changer les choses. Et donc, partant de là, je me suis dit, bon, quels sont mes outils? Qu'est-ce que je peux employer pour réveiller la femme, pour lui dire, mais tu es capable. N'entends pas ce que les autres disent de toi. Toi-même, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce qui est au fond de toi? Parce qu'une femme qui donne la vie, une femme qui éduque la vie est capable de plus, est capable d'énormément de choses. Je me suis dit, bon, moi, je vais employer les outils qui sont à ma disposition, donc la voix. Et à cette voix, je vais coller un message pour toucher plus de monde. Et avec cela, je veux aussi coller parce que l'action, quand on est dans l'action, ça prêche mieux que quand on ne fait que blablater, quand on ne fait que parler. Donc, quand je me mets dans ma peau d'entrepreneur, je dis aussi à la femme, voilà, tu es capable de faire ça aussi, ça aussi. Non seulement je le dis par la bouche et je le chante, mais je le montre aussi, je le vis aussi au quotidien pour dire, c'est pas parce qu'on est femme, c'est pas parce qu'on nous met la casquette de ceci et de cela, c'est pas parce qu'on est mère qu'on est que ces statuts-là, qu'on est que ces casquettes-là, on est plus que ça. Waouh, c'est merveilleux. J'ai eu un peu le temps de lire ta biographie et par cela nous comprenons que vous portez plusieurs casquettes comme vous l'avez dit déjà au début. D'ailleurs nous nous trouvons dans ton lieu de travail qui est la crèche. Ouais, mon nouveau lieu de travail. Moi je me rappelle un jour
je descends dans le train pour aller au travail. Hein, souvent, on s'est croisés. On s'est croisés, ouais. On s'est croisés et je t'ai dit à la gare, gare centrale. Oui. Et je t'ai dit, bonne journée, bon travail. Tu dis, tu es allé chez BNP. Tu es allé chez BNP Paribas. Paribas, tu me dis, c'est mon dernier jour. Et je te demande, ton dernier jour, comment t'arrêtes le travail? Tu as dit, j'en ai marre. Je me dis, t'arrêtes, tu vas faire un post carrière. Elle dit, non, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, waouh, c'est merveilleux en fait. Parce que là, si tu veux bien, quand on travaille dans une grande boîte, on a cette sécurité-là. On est sûr qu'au fin du mois, nous allons recevoir notre salaire. Mais tu décides d'arrêter tout ça et de te lancer, en tout cas dans ces domaines qui, je veux dire, qui n'est pas trop sûr. Parce que bon, c'est un challenge, on va dire ça. D'où naît en tout cas cette volonté-là? Alors, entrepreneur, au fait, il y a deux choses dans ma vie que j'ai toujours su que j'étais artiste. Ça, depuis mon enfance, je savais que j'étais artiste. On avait beau m'engueuler quand je me mettais à chanter, à danser, à faire. On avait beau m'engueuler, mais je savais dans ma tête, je suis artiste. Wow. Ça, c'est une des choses que j'ai toujours été sûre de cela. Et la deuxième chose, c'est que je savais que je devais créer des choses par moi-même, que je devais être mon propre boss, ma propre boss, boss lady. Ça, je le savais. Donc, ces deux choses-là, je l'ai toujours su. Maintenant, comment ça allait prendre forme, c'est là que voilà, c'est là où il fallait se poser des bonnes questions, poser des pierres à chaque étape de la vie pour se dire, voilà, je vais pouvoir faire ça. Donc, j'ai fait comme tout le monde, étant aînée de ma famille. J'ai fait ce que les parents voulaient, j'ai fait des études. C'est pas que seulement les parents le voulaient, moi je le voulais aussi. Cette volonté. Donc j'ai fait des études, j'ai fait management, j'ai travaillé dans plusieurs compagnies, dont la dernière BNP Paribas. Après, j'ai traversé une phase où je me posais énormément de questions. Je me disais, mais à quoi sert ma vie? Je suis là à courir dans tous les sens. Je cours, je fais ci, je fais ça. Et puis, je vais chercher les enfants. Et puis, je fais ça. J'ai le sentiment de courir après une carotte qui n'est pas... Vous voyez, ce sentiment-là, on te promet le bonheur, mais le bonheur, tu ne l'as pas. Tu ne fais que courir. Et puis, tu as... À la fin, tu reçois des miettes. Voilà, c'est des miettes. Voilà, on te presse, on te presse. Tu as des chefs derrière toi, tel dossier, tel dossier, tel dossier. Et puis, dans le service où j'étais, c'était vraiment pressant. Je commence à réfléchir. Je dis, pourquoi pas commencer quelque chose? Oui, mais je ne savais pas comment. J'avais l'espace, j'avais le truc, mais je ne savais pas comment. Parce qu'on doit dire, de la banque à une crèche, c'est vraiment deux mondes opposés. Exactement. Ouais. Et puis, tout a démarré au fait quand j'ai eu mon fils Naël. Lui, je l'appelle Mathieu 7-7. Wow. Il est né le 7 juillet. 7-7. Cet enfant est arrivé avec des bénédictions. Déjà, pendant sa grossesse, j'ai eu beaucoup d'attaques. Wow. L'hôpital m'appelait non-stop, l'enfant ça va pas, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi je disais niet. La façon dont Dieu veut qu'il va naître là, il va naître comme ça. Yes. Oui, mais il faut faire attention. Donc c'était genre on voulait me faire avorter des trucs, peut-être que l'enfant. J'ai dit pas question. Et l'enfant est né impeccable, beau comme jamais, les cheveux. Et quand il a eu 3 mois, je suis allée chercher une crèche à côté de chez moi. Et puis je me dis, voilà, j'arrive là-bas, au centre d'Alost. Je dis, madame, franchement, on a des difficultés, des crèches, pas de place et tout. Oui, j'en avais déjà trouvé, mais c'était trop loin. Moi, je voulais à côté de chez moi. Et puis la bonne dame, elle commence à me dire, ouais, mais madame, vous savez, il y a même le gouvernement qui a mis en place une aide pour des gens qui veulent se lancer là-dedans. Eh bien, pourquoi pas? Dans ma tête, cette idée, je l'avais eu il y a longtemps parce que tout est lié aussi à cette maison. Cette maison, j'habite en haut, ici en bas, c'est la crèche. Quand on a acheté la maison... Déjà, bravo, félicitations, c'est vraiment waouh. Déjà, on ne vous avait pas demandé, mais on a pris des petites photos de jusqu'à pour rajouter à notre montagne. C'est magnifique, franchement, rien à dire.
quand j'ai vu cette maison, c'était comme une révélation. J'avais vu ça sur le net. C'est la réponse à mes questions. Mais c'est une succession des choses. Dieu, quand il fait les choses, il ne fait pas les choses au hasard. Il ne fait pas les choses. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Il est le maître de temps et des circonstances. Tout à fait. Donc, quand il y a un truc comme ça qui arrive, il y a un enchaînement qui est logique. Donc, quand je vis cette maison, je n'avais pas forcément une idée de créer quelque chose. Mais je voulais une maison avec un garage. Mais je ne savais pas que j'avais un rendez-vous avec cet espace. C'était un garage avant. Ah, d'accord. C'était un garage de plus de 100 mètres carrés. Puis on vient inviter. Le premier rendez-vous à louper. Il y a une autre personne qui avait proposé déjà d'acheter, avait mis une option. Et puis, la banque lui a refusé son prêt. Oh là là. Et après, je rappelle et puis on me dit, oui, madame, alors cette fois-ci, on venait en premier lieu. Première à visiter. D'accord. Et je débarque, on arrive avec mon mari, on vient. Dès que j'ai mis mes pieds, rien que devant le parking, j'ai dit, c'est ma maison. Je la regarde comme ça, je dis, c'est elle. Il me regardait, il rigolait, je dis, c'est elle. J'ouvre la porte. Le hall, je dis, c'est elle. Et je commence à, plus j'avançais, je dis, mais rien à dire, c'est vraiment, on propose, on nous accepte, on aménage. Là commence à traverser du désert. C'était compliqué, il fallait faire les travaux ici, c'est là. Mais cet espace, beaucoup de gens visitaient, les gens me donnaient tout plein d'idées. Fais l'église, fais ceci, fais cela. Moi, je disais, non, le quartier est calme. Je ne peux pas venir faire une église au milieu des gens. Ah, mais bon, l'église aussi, c'est pas parce que tu as des espaces et que tu dois directement faire une église. Faire des riz, dans ma maison là. Les instruments commencent à se balader dans ma maison. Je dis papa. Non. Oh là là. Et après, moi-même dans ma tête, je me disais pourquoi pas une crèche, parce que avant, l'une de mes premières expériences dans le monde du travail, j'ai travaillé dans un service de la petite enfance à Scarbeck. On s'occupait de tout ce qui est administratif, donc j'étais assistante comptable dans ce service. Et je voyais la demande des parents. Les parents étaient vraiment quasi en pleurs. Il faut inscrire les enfants à temps. Avoir une liste d'attente et tout. À 6 heures du matin, dès qu'on démarrait les inscriptions, les parents faisaient des files. Et donc, c'était resté dans ma tête. Je me suis dit, ouais, faire quelque chose par rapport à la petite enfance. Et j'ai cette fibre-là. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de construire des écoles, au fait. Ah, d'accord. C'est parti de là. J'ai rêvé de construire des écoles et je me suis dit, pourquoi pas une crèche? Pourquoi pas commencer par une crèche? Comment faire? Je ne savais pas. Et donc, ça nous ramène à l'histoire de mon fils qui a 3 mois. J'arrive là-bas et puis cette bonne dame, elle me dit, elle ne me trouve pas de crèche, mais elle me lance dans le projet. Elle me dit, ma chère, on monte un dossier, on fait rentrer et puis si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, est-ce que tu l'avais parlé de ça ou elle a commencé de nulle part la conversation? Elle a juste exprimer le fait que le gouvernement voulait un peu aider les gens qui voulaient se lancer là-dedans. Et moi, je dis comme ça, sans vraiment le prendre au sérieux, je dis, j'ai toujours voulu me lancer, ouvrir une crèche. J'ai de l'espace chez moi, mais j'ai jamais vraiment su par où commencer. Alors, j'ai jamais... Mais ça faisait longtemps quand on avait aménagé ici, en 2010. Et là, c'est en 2015 que tu as commencé, en tout cas, les projets que la bonne dame, elle me dit, oui, on peut. Et quand elle a entendu ça de ma bouche, elle a commencé à me motiver. Vas-y, monte le dossier. Et je monte mon dossier, on envoie. Et c'est accepté. Et on nous le renvoie en disant, ouais, il y a 2 éléments à corriger. On corrige, elle me dit, mais toi, ton dossier, il est bien, il y a d'autres là. C'est trop plein de remarques, trop plein de trucs. Mais toi, que 2 éléments, allez, corrige-le et puis on envoie. On corrige, on envoie et c'est accepté. Maman. Mais c'est là, maintenant, je me dis, comment je vais faire? J'ai un bébé de 3 mois. Je travaille à temps plein à Bruxelles. J'avais 0 €. J'avais pas des économies pour me dire, ouais, je vais pouvoir faire ça. C'était un garage ici. Les murs donc, il fallait tout casser vraiment, faire une rénovation totale. Il fallait tout faire. Tout faire. Parce que d'ailleurs, rien n'existait. Déjà ici, nous n'avons pas seulement la place de jeu, il y a une cuisine, il y a 2 chambres, il y a les toilettes. Donc, c'est vraiment complet en fait. Complet. Il fallait tout créer. Et même dehors, il y a aussi une place là où les enfants peuvent jouer. Il fallait tout faire. Ce jardin n'était pas comme ça. Les herbes poussaient comme ça jusque là-haut. Il fallait tout faire. Donc, c'est là que je me suis lancée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais ce n'était pas évident. Waouh, c'est magnifique. En tout cas, mes félicitations. Bravo à toi. Nous allons maintenant revenir à ta carrière musicale. C'est là-bas que je voulais commencer. En 2020, tu lances
comment ça s'appelle? Le single. Le single. Promotion canapé. Promotion canapé. Ouais. Je te rappelle que l'année passée, j'étais au Congo pour la première fois de ma vie avec mon mari. On est dans la voiture, on attend promotion canapé. Je dis mon mari, mais c'est elle, c'est elle. Il me dit, mais c'est qui c'est elle? Je dis, mais c'est elle, c'est Noëlla. Ah, c'est au Congo. Il me dit, hein? Quelle Noëlla? Je dis, mais tu te rappelles de Noëlla? Elle dit, mais non, c'est pas vrai. Je dis, mais attends, on va regarder sur YouTube. Mais c'est au top. Hein. En tout cas, l'année passée, c'était au top. Explique-nous. Promotion canapé. D'où vient cette inspiration? Alors, Promotion canapé, c'est parti d'une part de mon expérience en tant que femme dans le milieu professionnel, que ça soit bien professionnel, banque et consorts, et musical. Et puis l'observation de la société, regarder la femme, les déboires, les déboires. Parce que tu es une femme, on te sous-estime, parce que tu es une femme, et pourtant tu as fait les mêmes études, le même parcours. Peut-être que tu as été même, tu as été même beaucoup plus intelligente, tu réussissais beaucoup mieux, parce que tu es une femme, on te catalogue d'une certaine façon, et pour y arriver, il faut faire la courbette, ou baisser tout simplement son pantalon. Il faut dire les choses comme elles sont. Ah oui. Ouais. J'ai eu l'étiquette de Miss No Tabou, il paraît. Donc, je pense que, surtout à l'époque qu'on vit, il faut en parler de certains sujets. Parce que si on s'est dit, on ferme nos bouches, il n'y a rien qui va changer. Il n'y a rien qui avance. Donc, il faut vraiment aussi dénoncer ces pratiques qui ne sont pas normales. Comme tu viens de dire, écoute, j'ai étudié, j'ai mes qualités, je ne suis pas obligée de baisser mon pantalon pour avoir une promotion. Voilà, exactement. Et donc, je suis partie de ce constat-là et je me suis dit, ben voilà, je vais écrire sur ça. Voilà, joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire, les gens dansent, c'est un morceau qui fait bouger, les gens sont là, pas des promotions canapé. Mais le message. Mais pendant que tu es en train de chanter, tu es en train de. Mais non, moi je dois dire que ça fait vraiment réfléchir. De prendre le message. Elle fait réfléchir le message parce qu'en fait, le texte, je vais dire. Je voulais même te demander, est-ce que tu penses que les femmes, ils ont compris vraiment? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, quand je suis dans la joie, j'écoute la musique. Quand je suis dans la détresse, j'écoute le texte. Exact. Moi, je ne sais pas, au fait, j'ai eu beaucoup de feedback très positifs. Et ce morceau m'a même conduit à arriver jusque sur France 24 parce qu'Amobé a tellement apprécié, a dit c'est ça des artistes que nous voulons. Ah oui. C'est ça, on montre à nos jeunes filles, parce que nous avons des enfants, nous faisons des enfants, on montre à nos jeunes filles que pour être une artiste, il faut baisser son pantalon, il faut mettre un string, il faut montrer son corps, il faut montrer les partants de son corps, et voilà. Signaler, donc en fait je regarde le clip. Et souvent, à moins que ça m'a échappé, je n'ai pas vu Noëlla Ndaya avec un string ou avec un body qui montre son corps, mais on doit dire que tu es une femme complète. Hein? Et merci. Il faut le dire quand même. Hein? Entre les femmes, il faut que ça s'est dit. Et moi, j'ai dit, je la vois non seulement par sa façon de faire les choses, mais elle incarne la femme totale en elle. Donc, disons, elle prend déjà soin de son corps, de sa vie, étant que femme, étant qu'épouse, étant que maman, étant qu'entrepreneur. Déjà, tu prends soin des enfants. Moi, j'ai dit chapeau. Et en même temps, tu t'arrêtes pas là. Tu fais passer les textes. Tu donnes l'exemple même si tu veux aller un peu plus loin. Dans la musique, en fait, ma réflexion, elle est celle-ci. Ma beauté... une belle femme reste une belle femme. Et c'est une grâce d'être une belle femme. Et je dis merci à Dieu de faire partie de cette catégorie-là. Merci. Je ne crache pas. Et je sais que, au fait, le milieu est tellement difficile. Et je ne jette pas la pierre à celles qui font cela. Je comprends une chose. C'est un choix. C'est un choix, mais c'est un choix qui est risqué. Je veux dire, pourquoi je veux dire cela? C'est un choix qui est risqué parce qu'aujourd'hui, tu as 20 ans. Tu décides de montrer ton corps pour vendre ta musique. Mais le plus important pour toi, c'est de vendre la musique. Mais tu peux la vendre de plusieurs façons. Et tu décides de te déshabiller pour vendre ta musique. Bon, tu le fais à 20 ans, ça passe.
t'es jeune, fraîche, on va dire, le corps, les seins sont encore à 10 heures, c'est bon, c'est posé là. Mais après, à 30 ans, tu peux encore te le permettre. À 40 ans, si tu te maintiens bien, tu peux encore te le permettre. Mais tu vas continuer à 50 ans, à 60 ans. À 60 ans, les gens vont commencer à dire, habille-toi, on en a marre de voir ces cuisses-là avec des vergetures, des trucs. Donc, qu'est-ce que ça veut tout simplement dire? Il faut savoir, quand on fait quelque chose, il faut déjà voir loin. Où est-ce que je vais aller avec? Mais déjà, je pense que nous, on l'a vu aussi avec des chanteurs comme Céline Dion, comme Whitney Houston, qui avaient des voix magnifiques. Mais moi, je ne me rappelle pas avoir vu Whitney Houston avec... non. Exact. Mais alors qu'elle chantait, le message passait même, si tu veux. Donc, du coup, je ne pense pas qu'on est vraiment obligé. On n'est pas obligé, mais il faut vraiment voir sa carrière dans son ensemble. Voir sa carrière à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Se dire comment je vais faire pour persister, pour rester dans le temps, pour ne pas... voilà, parce que si à 20 ans j'enlève mes habits, on va attendre de moi à 30 ans de faire pareil, à 40 ans, mais à un moment donné, ces mêmes personnes qui m'avaient adulé parce que j'enlevais mes habits, ces mêmes personnes vont commencer à dire mais c'est moche, hein, regarde-moi ces seins là, regarde-moi ces cuisses là, regarde-moi, mais ça va pas, ce n'est même plus en place, elle continue à les montrer. Donc tout ça, il faut se dire que j'aimerais, où est-ce que je vais aller? Déjà, ça de un. Déjà, de deux, pour toi, tu te dis ça. Mais moi, où est-ce que je veux? C'est qu'ils me suivent, comprennent. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que je veux qu'on prenne au sérieux? Est-ce que c'est mon corps que je veux qu'on prenne au sérieux? Ou c'est ma voix et le message que je veux qu'on prenne au sérieux? Donc, quand je mets mon corps en valeur, je le mets... Être belle, classe, sexy, c'est pas mauvais, hein. Mais comment je le fais? De quelle façon je le fais? Tout à fait, donc, tout à fait. Pour laisser vraiment de la place au message et à la voix. Wow, c'est donc, moi, j'ai magnifique. Choisi de le faire de cette façon-là. De cette façon-là. Et tu continues avec l'autre titre qui est Atampiaka. Atampiaka. Même si je manque d'argent, c'est comme ça, non? Même si tu es dans la galère. Même si dans la galère. Si la galère. Eh bien, Zalana maîtrise. Zalana maîtrise. Atampiaka. Ben, je pense que c'est la continuation jusqu'à de l'autre chanson. De promotion de canapé. La promotion canapé. Et ça. En voyant les clips, moi, j'ai eu l'impression que tu passais le message plus à nos enfants africains, pourquoi pas qu'on l'ait, qui décident de quitter le Congo et aller faire leur vie ailleurs, en Turquie, en Arabie Saoudite, pour avoir money. Est-ce que c'était ça? Au fait, une œuvre, quand on fait quelque chose, que ce soit musical ou un tableau, on pose et on laisse la liberté à chacun de comprendre et d'analyser selon soi, selon ce qu'on perçoit du message. Donc moi, je suis contente que tu aies tiré à ton message. Et moi, je dirais, quand j'ai commencé le morceau, d'abord, je suis tombée sur une femme qui n'arrêtait pas de répéter mais c'est vulgaire, mais c'est fort. J'étais là, ma première réaction était d'être choquée. Je dis, mais c'est qui cette femme? Mais donc, en fait, parce que moi, c'est vrai que j'ai entendu ce texte-là, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je vais dire en fait? C'est par après que je me suis dit, ah d'accord, donc ça a été plus facile pour moi de vendre mon corps, mais maintenant ça va pas quoi, je tombais malade et mais tout. Voilà, et je me dis, pour moi, c'est après je me suis dit, voilà, oh my goodness. Elle résume, la bonne femme, elle résumait exactement le message que je voulais faire passer sur la prostitution. Et puis j'ai eu cette histoire-là de cette femme, et puis il y a un ami qui m'appelle, elle me dit, toi Miss Tabou, non tabou là, qui parle des choses dans la situation. Regarde-moi, il y a une histoire d'un jeune garçon qui comme ça, et lui, le jeune garçon, justement pour trouver le chemin de l'Europe, et aussi pour mieux vivre,
Donc, il était dans la misère. Il a commencé par vendre son corps, mais à des expatriés. Donc, on voit dans le clip qu'il y a un monsieur blanc et tout. Donc, le jeune garçon vendait son corps à des expatriés. Et ce qui était vraiment choquant dans le message, c'est comme on dit, le garçon, on lui proposait soit d'aller avec lui sans préservatif et on lui payait plus. Ça pouvait aller dans $1000, $2000. Ou il acceptait $100 ou $200 avec protection. Donc, si il accepte d'y aller sans protection, il a peu. S'il accepte d'y aller sans, il prend plus. Donc, du coup, le garçon n'a pas de gain, il y allait sans. Mais sur le moment, tu gagnes beaucoup, mon ami. Sur le moment, ma chère, tu gagnes bien, tu te dis, ça y est. Mais moi, ce n'était même pas au fait de blâmer ce garçon. On peut arriver dans la vie, il y a des circonstances. Moi, j'ai horreur de juger les gens et de dire, après, tu ne dois pas. Tout à fait. Mais moi, mon message, c'était vraiment de dire, même quand tu es dans la bêtise, tu es conscient que tu es dans la bêtise. Mais on a toujours un choix. Essaye de faire un choix qui épargne ta santé. Donc, ce garçon-là, dans son cas à lui, on lui propose d'aller avec préservatif, on te paye moins. Je préfère encore que tu prennes moins, mais que tu préserves ta santé. Parce que la santé, c'est le moteur de tout. Tu as un rêve d'aller en Europe, mais si tu bousilles ta santé, tu attrapes des maladies. Est-ce que cette Europe-là, tu vas l'avoir? Tu ne vas pas l'avoir. Tu sais que la femme disait même, c'était comment? Appareil et bébé. Mais en fait, on dit toujours, bien sûr, qu'on a toujours le choix. Mais je pense pour ces genres de gens, c'est mieux que... En fait, leur corps devient la marchandise. Donc, du coup, tu t'es dit, c'est à vendre. Tu vois, quelque chose qui est à vendre, quelque part, ne nous appartient plus. Plus vraiment, oui. Plus vraiment. Donc, du coup, on a moins de considération aussi. On donne aussi moins de valeur parce qu'on dit du jour au lendemain, elle peut partir. Donc, on a cette mentale-là de se dire, bah, écoute, ça passe ou ça casse. Et moi, à un moment donné, je voulais même aller voir la femme la fameuse femme qui, elle est passée partout, hein, elle a fait le buzz, hein, appareil, baby, ça tournait partout. À un moment donné, je me disais, au fait, c'est un appel au secours. Parce qu'après, elle dit, oui, mais maintenant, appareil et baby, comment tu fais pour survivre? Je vends du piment. Et moi, mon message, c'était de dire, pourquoi ne pas commencer par vendre du piment? Pourquoi ne pas faire un commerce qui préserve ta santé? Moi, je me disais, bon, cette femme, et puis elle dit, je me disais, peut-être que si je vais voir cette femme, je lui donne de l'argent, pour qu'elle rentre dans son village et qu'elle fasse un autre commerce. Mais vu que ça devient une sorte d'addiction, les gens m'ont fait réfléchir, on m'a dit, mais Noéla, tu vas aller lui donner l'argent. Elle va revenir. Elle va peut-être aller se soigner. Son appareil va redevenir bien là. Elle va retourner et aller le vendre. Mais si on comprend bien, c'est un problème aussi de gérance. Oui. Dans le sens que, si on parle de la femme, d'accord, c'est vrai, comme tu m'as dit, c'est très, on n'est pas là pour juger, ni pour condamner. Exact. C'est vrai qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont pas les choix. Ils n'ont pas les choix. Ils n'ont pas les choix, alors qu'on a toujours à faire un choix. Exactement. En tout cas pour notre bien. Mais il arrive des fois que tout semble être sombre, noir. Exactement. Et on peut tomber dedans. Exact. Il faut peut-être aussi avoir un système, un système que nous avons ici en Europe, des suivis qui aider ces gens déjà à sortir du mal, les informer. Et c'est ça qui m'a habité au fait. Quand je regarde la prostitution, ça se passe partout dans tout le monde entier. Je pense que c'est pas quelque chose qui est nouveau, ça a toujours existé depuis. Mais la façon dont celles qui travaillent dans ce milieu-là ici sont encadrés. Il y a des médecins qui les reçoivent. Ils font des check-up. Ils font tout ça. Ils reçoivent des formations. Et ils savent qu'ils peuvent sortir de là d'une façon ou d'une autre. Et chez nous, malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que la bonne dame, quand on lui pose le micro, on lui dit alors, mais qu'est-ce que vous faites? L'appareil est côté malade et yeux en panne. Mais est-ce que tu as été voir le médecin? Elle dit non. Elle ne sait même pas où aller se faire soigner. Elle ne sait même pas où.
tout ça, et pour moi, c'était un appel au secours, en fait. J'ai dit, ces femmes-là, ce sont des êtres humains comme tout le monde. Elles ont droit aux soins, à l'aide, et peut-être par la suite, une fois qu'elles sont aidées comme ça, leur donner un fonds de commerce pour faire autre chose. Ou les former d'abord, voilà. Former, après donner un fonds, comme tu viens de dire, parce qu'on peut bien vouloir aider quelqu'un, mais si tu as des problèmes de gérance, je pense que la personne va retomber dans le même système. Dans le même système. Et à la fin, j'ai toujours dit, voilà, il y a par exemple la possibilité, ok, tu peux être là-dedans. Par exemple, le jeune garçon qui prenait beaucoup d'argent et tout, tralala. Dans toute bêtise, il faut être quand même un peu ambitieux dans la vie. Ah oui, il y a des voleurs qui sont bêtes, qui volent, qui mangent tout, mais il y a des voleurs, ils volent, mais ils construisent avec. Ah oui, on voit ça. On connaît. Ah oui. Dès là, on habite déjà, on peut voir qu'on sait qu'ils ont été pillés en Afrique. Ah bah, ils en ont fait. Ah bah, nous sommes tous ici, nous venons vite. Tout le monde rêve de les. On parle de nos pays qui sont riches et tout. Voilà, mais ils se sont servis ailleurs pour bâtir chez eux. Donc, tu peux être dans une situation où tu sais que tu es dans la prostitution, mais you have to think twice. Tu dis, bon, j'ai 100 $ aujourd'hui. Au lieu de manger tous les 100 $, parce que souvent c'est ça, l'argent facile. On a l'impression que le corps est là. Le corps, ça il va viendra pas disparaître. toujours. Oui. J'aurai toujours des clients. Mais non, à un moment donné, le corps là, il va tomber en panne, comme la dame a dit. Il va tomber malade. Donc, mets de côté, de côté, même si c'est ton argent qui te prend, mets de côté et commence à penser, à te dire, il faut que je sorte de ça, il faut que je construise autre chose en dehors de ça, et qu'un jour je puisse témoigner que j'ai été dans la prostitution, j'ai arrêté et j'ai pu faire autre chose. Je pense qu'il faut faire des campagnes de ça même. Bon, on en parlera une autre fois. Exact. On saute après, c'était l'année passée, je pense, pendant la pandémie. Tu nous sors Mama Africa. African Woman, toujours chez la femme, moi. Moi, j'aime la femme. Mais non, tu as chanté pour la femme, mais tu as souligné Mama Africa. Exactement. Quelle est la différence entre Mama et Mama Africa? Mama, dans le monde entier, on a des femmes partout, de toutes les nationalités, mais la maman africaine, c'est la maman de l'humanité. La maman africaine, c'est la maman de l'humanité. Quand on parle de l'Afrique, on dit l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Mais c'est qui ce berceau de l'humanité si ce n'est la femme? Celle qui donne la vie. Celle qui donne la vie. Et c'est qui la maman? C'est la maman africaine. Et si on voit le monde est peuplé, le monde, toutes les races sont venues de l'Afrique. Les scientifiques nous le disent nuit et jour, que tout le monde est parti de l'Afrique et avance et ainsi de suite. Et puis, mais ce qui est plus intéressant, en fait, tu loues la maman africaine. Je rends hommage à la maman africaine. Tu rends hommage à la maman africaine pendant que le monde est dans le chaos. Oui, je pense que c'est, si je ne me rappelle pas, c'était pendant la première vague pandémique. De pandémie, oui. Donc le monde est dans les chaos. Tu veux encourager cette maman, de la dire, maman Marietou, merci. Femme de valeur. Femme de valeur. Et on voit même dans le clip, on voit des femmes avocates, on voit des femmes, des filles qui jouent, qui font la gymnastique, celles qui jouent le football. On voit même la Miss, je ne sais pas si c'est la Miss Africa même et tout. Qu'est-ce que tu as voulu plus de dire, à part louer la femme africaine? À part le message que j'ai d'habitude de dire que la femme, elle a plusieurs facettes, ne la prenez pas seulement pour une femme qui doit, comme on a eu le buzz dans la place de la femme, c'est la cuisine. Non, la femme est beaucoup plus que ça. Et les personnes qui arrivent à comprendre cela peuvent bénéficier de cette grâce-là. Les hommes qui comprennent que la femme est beaucoup plus que ça, ils sont bénis. Parce qu'ils savent que quand je tombe sur une femme là, qui peut impacter ma vie, qui va me prendre dans cette position-là pour que je monte jusque-là. Parce que la femme, elle ne regarde pas l'homme, enfin la vraie femme, je ne parle pas des femmes qui dessinent leur homme avec des tablettes de chocolat et tout, mais la femme a la capacité de regarder l'homme et de voir le potentiel, ce qui est derrière. Cet homme, il est comme ça, comme ça. Avec moi dans sa vie, avec moi dans sa vie, il va arriver à ça. C'est ça qu'une fois, on a entendu parler de Michelle Obama qui est rentrée dans un restaurant avec son mari.
Obama, hein, il rentre dans le restaurant. Et le restaurant était un très très grand restaurant étoilé, mais c'était un ex-copain de Michelle Obama. Wow. Et puis Barack qui taquine un peu sa femme en disant ah donc si tu t'étais mise avec lui, tu serais Madame un tel propriétaire des restaurants et tout ça. Michelle qui le regarde, oh non, c'est lui qui serait président. Parce qu'elle sait ce qu'elle a fait, c'est son apport dans la vie de Barack pour que Barack devienne le Barack que nous avons connu, le président que nous avons connu. On dit à chaque fois, derrière un homme fort se cache une femme forte. Moi, je ne dis pas derrière, moi je dis à côté. On avance ensemble. On s'impacte. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens. Moi, aujourd'hui, je suis en train de faire 36 000 choses. Mais c'est parce que j'ai un homme qui a vu en moi ce potentiel, qui te soutient. Qui est là, même si on ne le voit quasi jamais. Mais c'est un homme qui sait qu'il ne peut pas me bloquer. Il ne peut pas être un frein. Parce que s'il est un frein pour moi, il est un frein pour lui. On n'avance pas. C'est un texte que je lisais aussi hier sur Instagram. Un homme qui disait à sa femme, il disait, écoute, je veux que tu deviennes ma femme. Je te donnerai tout ce que tu veux. Ce que je ne peux pas te donner, c'est le pouvoir de m'arrêter, de ne pas avancer, de ne pas réaliser mes rêves. Donc, quelque part, je pense que c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Donc, la personne qui veut être avec, il faut qu'il soit dans la capacité de dire qu'avec cette personne, je vais aller loin, mais laisser aussi la liberté de pouvoir réaliser ce dont la personne est appelée à faire. Moi, je trouve ça très malsain quand quelqu'un rentre dans la vie, que ce soit d'un homme ou d'une femme, et commence à freiner. Tu ne peux pas. Non, quand tu rentres dans la vie d'une personne, tu observes cette personne, tu vois les capacités de cette personne et tu deviens comme un coach dans la vie de cette personne. Tu es capable, tu vas y arriver. On y va. Tu fais grandir la personne et vous grandissez ensemble. Et pareil pour cette personne-là. Tu es capable, ma femme. Tu peux le faire. On y va. C'est ça. Et vous allez voir que vous grandissez. Et les gens à l'extérieur qui vont vous observer vont se dire, mais comment ils font? Mais parce que vous croyez l'un à l'autre. Vous croyez l'un en l'autre. C'est vraiment, vous avancez. Il ne faut pas que, moi, mon mari, c'est un artiste. Moi, les artistes, je ne veux même pas qu'il aille faire la musique. Il va perdre. Non. Tu ne peux pas aimer une personne et n'aimer que la partie, une petite partie de cette personne est limitée. Mais si tu enlèves une autre partie, mais tu ne l'as plus en entièreté, tu dois la voir en entièreté. Si c'est un homme qui est chef-coq, si c'est un homme qui est artiste, si c'est un homme qui est astronaute, tu rentres dans sa vie pour lui apporter. Est-ce qu'on doit aussi dire quelque part qu'il faut vouloir investir dans ce que l'autre aime? Exact. Parce que ça peut arriver que ça ne m'intéresse pas vraiment ce que l'autre fait, mais le fait de m'engager aussi à s'intéresser à ce que l'autre fait peut aussi peut-être me sortir de cette boule-là de dire que non, ce n'est pas possible pour moi. Je ne veux pas qu'elle le fasse parce que moi, je ne peux pas le faire non plus. Ça, c'est déjà, quand on démarre une relation, moi, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Depuis mon enfance en Afrique, avant d'arriver ici en Belgique, j'ai regardé le sphère congolais, musical. J'ai regardé les femmes. La plupart d'entre elles, elles n'étaient pas mariées. Ça, c'est aussi l'un de mes combats, de dire que ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible. Tout à fait. Donc, depuis l'enfance, j'observais, je disais, Mama Tchala. Artiste, mais une femme de feu, mais elle n'est pas mariée. Et je me disais, c'est ça mon avenir. Pour moi, déjà depuis mon enfant, je disais, mais ça peut, tu n'es pas obligé de faire un choix. C'est compatible. Donc, quelque part, c'était aussi un challenge de dire que non. C'était un challenge. Tu dois trouver un partenaire qui correspond à ta vision de vie, au fait. Et tu dois savoir d'abord qui tu es avant de te mettre avec quelqu'un. Si tu ne sais pas qui tu es, tu peux aller te mettre avec un homme qui va te dire, ouais, la musique là, ok, non, ouais.
dans la cuisine là-bas. Mais moi, ça me fait rire déjà quand on dit que non, la femme doit être dans la cuisine, parce que bon, je ne pense pas que c'est vraiment une grâce que Dieu a donnée aux femmes de rester dans la cuisine. Mais bon, ça c'est entre parenthèses. Moi, je trouve que les hommes, ils préparent mieux que les femmes. C'est vrai. Un homme quand il y a des hommes qui sont meilleurs. Moi, je dis la plupart. Même quand on regarde dans le restaurant, ce sont les hommes qui sont les top chefs. Des concours. Donc les hommes, arrêtez de nous envoyer à la cuisine. Ce n'est pas notre place. Je pense que par rapport à la femme, ça part de son rôle enfin, comme elle donne la vie, elle nourrit la vie à partir du ventre déjà, et puis elle nourrit du sein, et puis elle nourrit, enfin, c'est le côté en fait, c'est toute sa vie en fait. Hein? C'est naturel, on ne peut pas rejeter cela, mais on ne peut pas camper la femme, juste, il y a des femmes qui cuisinent mal. La limite, ah bah c'est ça. Elle cuisine mal, quand son homme rentre dans la cuisine, mais les enfants mangent bien, tout le monde mange très bien. Ah bah d'ailleurs, moi je dois le dire, parce que mon homme, il s'est vraiment préparé, quand on parle de la cuisine européenne, il prépare très bien. Et souvent, nos enfants... Ah bah, c'est génial. Ça. Mes enfants sont nés ici en Europe, mais quand papa rentre dans la cuisine, ils sont contents. Ils savent que là, maintenant, quand il s'agit maintenant de choses africaines et tout, mais bon, ça c'est pour maman. Mais moi aussi, il y a des jours que je dis, chérie, j'ai pas envie, s'il te plaît. Est-ce que tu peux? Il n'est pas obligé de le faire, mais il arrive qu'il dit, mais non, aujourd'hui ça va pas. Mais quand il a cette envie-là, il le fait. Et à la maison, on est contente. On est content, franchement, c'est quelque chose il faut faire attention quand on les dit, hein, et il faut comprendre le sens. Alors, on saute pour presque finir notre émission. En 2016, tu nous arrives avec le single Bolingo. O singi Bolingo alingayo. I like it. Hein? O singa Bolingo lingangai. Hein? Nanya Bolingo pona. Alors, cette chanson-là, Eza Bolingo, on a plusieurs formes. À plusieurs formes. On n'a pas qu'un seul amour dans la vie. On a l'amour que moi j'appelle vertical. On demande au Créateur de nous aimer. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui permet d'avancer dans la vie. L'amour de Dieu, c'est le premier amour. Moi, je pense qu'on doit même rectifier, parce que je pense que le Créateur, lui, il nous aime déjà. Mais le problème, que nous, on est là à comprendre et à le voir et à le vivre. Hein? Parce que lui, bon, si on revient même à la Bible, il a tellement aimé, il a tant aimé qu'il l'a donné. Mais nous, on est là. Tu vois, souvent, nous, les femmes, on est des capricieuses. On veut recevoir souvent. Et quand on ne reçoit pas assez, tu vois. Mais ça part de notre la constitution, la façon dont nous sommes constitués. On reçoit. Voilà. On aime mais de ce que nous recevons, attention, de ce que nous recevons, c'est que nous en faisons. Attention, de ce que nous recevons, qu'est-ce que nous en faisons? Une femme qui reçoit des pleurs tous les jours, elle les multiplie. Nous avons le don de multiplier. Quand on nous dit multipliez-vous, l'ordre de vous, mais pas l'homme qui passe dans l'action pour multiplier, c'est la femme qui multiplie. Tout à fait, tout à fait. Dans la maison, vous êtes à combien aujourd'hui? Vous êtes peut-être à 5, à 6. Est-ce que c'est ton mari qui a porté les grossesses? Est-ce que c'est ton mari qui a eu cette fonction de vous multiplier? Des mini-vous. Tous ces mini-vous là. Voilà. Mais lui, il vient, il sème. Mais dans ce qu'il te donne, toi, tu multiplies. Voilà pourquoi la femme, une femme qui est consciente, qui sait que mon mari me donne peut-être 1000 dollars par mois, mais dans ces 1000 dollars, qu'est-ce que je peux faire avec? Je peux multiplier 1000 et comme à 10 000. La femme a cette capacité, a ce talent-là, a ce don de multiplier, mais souvent n'est pas consciente de cela. Elle a le don de multiplier. Souvent, elle multiplie les pleurs, elle multiplie les soucis. Ah, mon mari m'a tapé. Oh, mais c'est justement ce que tu reçois que tu multiplies. Mais une femme qui est aimée à sa juste valeur, cette femme-là, c'est qu'elle va donner, elle va sortir. Le monde dira, mais cette femme, c'est parce qu'elle reçoit du positif qu'elle moi, je pense que cela. Il peut arriver, hein, ça nous arrive tous, parce que je pense que même nous, on va organiser ici une journée pour la jeunesse. On va tout simplement parler de blessures intérieures.
qui souvent nous gâche la vie. Ça peut arriver dans un coin de la vie qu'on souffre, hein, parce que la vie n'est pas tout droit, hein, elle balance un peu, mais qu'à un moment qu'on comprend qui nous sommes pour de vrai. Et donc pour dire qu'on peut déjà arrêter la chaîne qui nous a menés à souffrir, qui nous a menés à être déprimés. Et je pense même, il y a une écrivaine qui dit, deux fois, on est même né avec certaines blessures. Parce qu'on parle de la femme qui nourrit l'enfant, dans le grossesse, dans les grossesses, mais qui a été maltraitée, qui avait des problèmes de famille. Les enfants qui naissent absorbent déjà à partir donc quelque part, l'enfant va naître déjà, elle va naître avec ces problèmes-là, mais elle va être inconscient. Oui, mais ces problèmes-là, comme on dit souvent, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Moi, j'y crois. Pourquoi? Parce que c'est l'ensemble de tout ça. L'or, comment on éprouve l'or? C'est dans le feu. Pour savoir que tu es vraiment l'or, le vrai, c'est dans le feu. Les difficultés de la vie nous permettent aussi de nous rendre compte de nos capacités. C'est souvent quand on est au fond du gouffre qu'on se rend compte qu'on est capable. Et c'est seulement quand on touche le fond qu'on peut rebondir. Soit tu y restes et tu es mort, soit tu décides de remonter. Et avec toutes ces blessures, et quand tu vas parler aux gens, tu impactes. Parce qu'il y a du vécu. Les gens ne sentent pas qu'il y a du tonneau vide là-dedans. On sent vraiment que cette femme-là, quand elle parle, elle puise dans son vécu et ça touche. C'est pas t'es là, tu as eu la belle vie et puis tu vas venir dire aux gens, accomplissez-vous. Non. Moi, ma vie, elle n'a pas été simple. Ma vie, elle n'a pas été simple. C'est pour ça même qu'elle t'a forgé, en fait. Elle t'a enseigné. Elle m'a Et du coup, pour toi, tu t'es dit, moi, je me suis toujours dit, j'ai une challenge. C'est ce que je disais même, je me rappelle quelques jours passés, je disais à mon frère, mon challenge, à moi, étant que maman, étant que femme, c'est que mes enfants arrivent à faire plus que ce que moi, c'est que nous, étant que parents, on nous a fait. Alors du coup, on est dans une obligation de leur montrer l'exemple. Oui. Moi, je dis, mais il y a beaucoup qui n'ont pas cette chance-là. Et donc, moi, je dis souvent, c'est dommage dans notre communauté, ça on doit le dire, c'était pas dans le texte ici, qu'on reste dans le silence. Chacun fait ses affaires dans son coin. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à se mettre ensemble et pour faire la différence. Alors que quand on regarde les Arabes, on regarde les autres, ils les font. Quand on parle de Molenbeek, attends, Molenbeek, ce sont les Arabes. Mais oui, il y a les magasins, il y a leurs maisons. Je vais dire, 98% de maisons de Molenbeek, ce sont les Arabes. Mais comment ils vont arriver à faire ça ici? Il trouve qu'on est en train de vendre de l'autre côté, il appelle son frère arabe, il dit viens acheter ici mon frère. Mais aujourd'hui, je me rappelle ma fille. Mais nous on va, il y a déjà trop de Congolais ici. Ah bah ça. Dans la rue, il y a 4, et ça commence à se gâter ici. Il faut que je parte. On se méfie les uns des autres. Beaucoup. Et surtout aussi, on n'arrive pas à transmettre à nos enfants les valeurs principales qu'il faut avoir dans la vie. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants, n'oubliez pas que malgré que vous êtes nés ici en Europe, vous êtes et vous restez des Africains avec des principes africains. On dit, bien sûr qu'il faut respecter le pays qui vous a accueilli et respecter le nom et les valeurs, mais surtout, il ne faut pas oublier d'où vous venez. Qui vous êtes, leur parler de leur... Moi, je vais même commencer par le côté très... on va dire scientifique même, expliquer la couleur de la peau parce que l'enfant se pose des questions. Pourquoi moi je suis foncé et pourquoi l'autre est clair? Je dis la mélanine. Tu sais c'est quoi la mélanine? J'ai sublimé la mélanine aux yeux de mes enfants. Je dis la mélanine, ça te donne ceci, telle capacité par rapport au soleil. Nous sommes les enfants du soleil. Le soleil c'est la bénédiction, ça chasse la nuit, non? Ça donne quand le soleil se lève, les vitamines D, tout tralala. Donc il faut apprendre à aimer la peau. Ta peau est comme ça parce que comme ça. Parce que eux, ils ne sont plus comme ça parce qu'ils ont perdu ceci. Mais la mélanine, comme ci, comme ça. Donc, il faut vraiment dire à nos enfants qui nous sommes, d'où nous venons. Et ne pas essayer de leur changer parce que je pense que c'est un combat que nous devrions mener étant qu'Africains. On aime beaucoup, même pas se mélanger, mais se transformer. Si je peux dire, on se renie, on oublie ce qu'on est, on embrasse la culture de l'autre à 100%, mais on pense que l'autre fait mieux et nous on doit être des petits blancs ou des petites blanches. Non,
On doit être nous dans un milieu dans lequel nous vivons. Tout ce qui est positif, nous prenons. Mais ce qui n'est pas le nôtre, nous ne prenons pas. Et il faut savoir que ces enfants qui naissent ici aussi, ils vont avoir cette double culture. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes des filles de plusieurs cultures. Oui, mais je pense que ça nous enrichit. Ça devrait aussi nous enrichir. Ça ne peut pas être vu négativement. Mais ce qui est base important à dire aux enfants, ne tremblez jamais devant des gens qui vont vous traiter de sale noir, sale ceci, sale ceci. Noir, oui, mais je me lave tous les jours. Donc, sale, je ne le suis pas. Et pourquoi j'ai cette couleur? Parce que comme ça. Et moi, parfois, je suis étonnée des réponses que mes enfants donnent à leurs amis à l'école. Je sursaute. Je dis, et c'est moi qui t'ai dit ça. Moi, je commence à me dire, celle-là, ça sera la fille. Mon fils qui vient me dire, oui, j'ai un ami qui m'a dit, parle un peu africain. Je me suis retournée, je dis, si tu parles européen, je parlerai africain. Ah, et donc, du coup, lui-même, il ne savait plus quoi dire. Il était ridicule. Ah oui, mais alors, est-ce qu'une langue? Non. De la même façon qu'il n'existe pas de langue, il n'y a pas l'européen. Il y a plusieurs langues. Il y a le français, il y a l'allemand, il y a ceci. C'est pareil en Afrique. En Afrique aussi, donc, hein. Quand nos propres enfants sont bien éduqués et ils connaissent, en tout cas, les choses, comment ça se fait et ça se vit là-bas. Ils vont savoir aussi se défendre. Comment se défendre. Et ça, c'est important quand on est parents, peu importe les casquettes que nous avons. C'est notre devoir, en tout cas, de transmettre. Moi, ma casquette d'entrepreneur me permet de dire à mes enfants, vous faites des études, c'est bien. Ça va, c'est pour trouver du boulot plus tard, c'est bien. Mais n'oubliez pas que le boulot, vous pouvez vous le créer vous-même. C'est important de savoir que vous êtes capable de créer votre boulot. Parce que quand on passe son temps à aller solliciter à gauche, à droite, tu vas avec ton CV, on te prend de haut parce que tu as une certaine couleur, on te regarde d'une certaine façon. Déjà avec le nom que tu portes. Voilà, le nom que tu portes, et ceci. Tu vois, à un moment donné, tu commences à te minimiser. Est-ce que je suis capable? Est-ce que... Non. Moi, je me suis dit, pour avoir subi cela, avoir travaillé dans plusieurs endroits et où je ne me sentais pas toujours à ma place, j'ai dit je suis capable de me créer un boulot et de donner de boulot à d'autres personnes. Waouh, c'est magnifique. Donc ça, on est arrivé à notre dernière question. Le temps passe tellement vite. Waouh, mais c'est une question piège. Ok. Je t'avertis. Let's go. Mais c'est simple. Si tu pourrais revenir en arrière, quelle est la chose que tu auras voulu changer en général dans ta vie? Oh, je ne changerais... Parce que là, tu nous parles d'une femme avec plusieurs casquettes. Ouais. Le casquette que tu portes, elle est visible. Déjà, on le voit ici, dans la crèche. On le voit par tes clips. Et quand on lit ta biographie, on voit que tu as travaillé dans les domaines différents. Mais comme on l'a souligné ici, elle n'a pas rêvé comme ça. Non. Pour dire que tu as dû passer des échelles dans la vie qui ont formé la Noéla Ndaya que tu es, avec plusieurs casquettes. Mais il nous arrive de dire que si je pourrais revenir en arrière, ça, j'allais le faire mieux. 2 minutes pour ça. Moi, si je peux revenir en arrière et faire autrement les choses, je ne pense pas que ça puisse être peut-être différent, mais j'aurais voulu avoir le courage de faire la musique, d'entamer ma carrière musicale le plus tôt possible. Mais j'ai été une fille très sage. J'ai été une fille très sage et j'ai obéi aux parents. Ça, c'est très important, il faut le faire. Mais dans ce process-là, ce processus-là, j'ai le sentiment que j'ai décidé de rentrer dans ma vie comme je l'entendais un peu tardivement. C'est arrivé un peu tard où j'ai commencé maintenant à mettre des pieds.
commencé à mettre, parce que la musique, je l'ai toujours fait depuis l'Afrique, mais parfois je le faisais de façon cachée, parce qu'à la maison on m'engueulait, on m'insultait, c'était un métier qui n'est toujours pas bien vu, encore jusqu'à présent, mais aujourd'hui, j'ai le respect des membres de ma famille qui hier m'a insulté, m'a engueulé en me disant yo là, musique wana ok nango wapi, tu chantes mieux que tu étudies. Mais c'était ça ma destinée en fait, mais personne ne le comprenait. Et j'ai c'est aussi un peu le problème d'observation. Nos parents, ils n'ont pas eu cette capacité-là de se dire bah, écoute, l'enfant est plus occupé à faire ça, alors vaut mieux peut-être lui lancer dans ce qu'elle fait mieux. Pour eux, c'était les études et tout. Et la musique, on va dire ça, quand la réputation n'est pas trop bien, alors du coup, étant que parent, j'ai pas envie que ma fille se lance dans tout ça. Or, si un parent se dit oui, ça c'est le talent de mon enfant, le milieu musical est comme ça, comment je peux faire pour aider cet enfant pour être le manager et être le manager de mon enfant ou le conseiller de mon enfant. L'enfant aura beaucoup plus de liberté à revenir vers vous. L'enfant sait que mon talent n'est pas diabolisé par mes parents. Mon talent est apprécié par mes parents. Mes parents voient des capacités que j'ai. Les parents apprécient la personne que je suis. Donc, peu importe les difficultés que je peux rencontrer, les questions, je peux vite aller chez les parents. Or, si les parents ferment cette porte-là, l'enfant peut tomber dans les mains de n'importe qui quelque part et perdu aller aussi même, et se perdre partout. Au lieu dans de sa venir vision, dire, oui, voilà, dans son appel, dans sa vocation. Et or, moi, la grâce que j'ai vraiment eue, c'est vraiment de savoir déjà qui j'étais, malgré que tout semblait bloqué, mais j'ai pris patience, je me suis dit, un jour je le ferai comme je l'entends et je prouverai à tout le monde. Au fait, dans ma tête, j'étais là à me dire, vous allez voir un jour. Vous allez voir un jour. Aujourd'hui, peut-être ça ne se voit pas, je suis encore enfant, mais demain, vous allez voir. Je ferai de ma vie une vie comme ça et vous allez voir. Donc, du coup, et travailler dans l'ombre pour devenir quelqu'un. En tout cas, c'est à moi de vous remercier. Merci d'avoir accepté cette interview et de nous avoir surtout accueillis chez toi. Et je sais que nous allons encore attendre beaucoup de nuits là, d'ailleurs. Que Dieu bénisse en tout cas. Je vais dire ta mission parce que je le vois comme une mission que Dieu a inculquée en toi pour les femmes, pour nos filles et aussi pour le monde de l'entrepreneuriat. Pour nous, la mission Woman Rice Table Talk, ça s'arrête ici. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine. Bye bye.